Au sommaire de ce journal, c'est une forme de ralentissement qu'on a observé dans plusieurs services de l'administration publique à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso 8 juillet. Le résultat du début de la grève générale de 48 heures lancée par la coalition des syndicats en lutte. Nos équipes sont allées au constat, les images dans ce journal. Et puis, Conseil des ministres de ce mercredi, le gouvernement s'explique sur le dernier rapport de Human Rights Watch qui épingle l'armée burkinabé sur des exactions commises dans la région du Sahel. Vous entendrez le porte-parole du gouvernement. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce 19h30. Avant de développer ces titres, d'abord, la Côte d'Ivoire en deuil. Elle est orpheline de son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, est décédé ce mercredi 8 juillet des suites des malaises. AGC, comme l'appelaient ses admirateurs, était revenu de la France où il avait passé plusieurs semaines de soins cardiaques. L'annonce de son décès a été faite à la télévision nationale par le secrétaire général du gouvernement. On l'écoute. Je viens vous faire la lecture d'un communiqué de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire est en deuil. J'ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, nous a quittés en ce début d'après-midi, après avoir pris part au Conseil des ministres ce mercredi 8 juillet 2020 au palais de la présidence de la République. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus attristées à la grande famille Gon Coulibaly, à toutes les familles alliées ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils, Amadou Gon Coulibaly, qui a été, pendant 30 ans, mon plus proche collaborateur. Je salue la mémoire d'un homme d'État, de grande loyauté, de dévouement et d'amour pour la patrie. Il a incarné cette jeune génération de cadres ivoiriens de grandes compétences et d'extrême loyauté à la nation. Avec la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, la Côte d'Ivoire perd un modèle pour la jeunesse, un exemple de compétence, d'ardeur au travail et d'abnégation. Que son âme repose en paix. Fait à Abidjan, le mercredi 8 juillet 2020, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre ivoirien décédé donc ce mercredi 8 juillet. Maintenant, nous retrouvons au téléphone depuis Abidjan Fernand Dédé, journaliste ivoirien qui était proche d'Amadou Gon Coulibaly ces dernières semaines. Fernand Dédé, bonsoir. Bonsoir. C'est une nouvelle qui est tombée comme un couperet aujourd'hui. Oui, la Côte d'Ivoire a été surprise, les Ivoiriens ont été foudroyés par cette nouvelle parce que le Premier ministre malais, qui a connu un malaise le 2 mai dernier, qui est allé se soigner en France pour un contrôle médical, est rentré 2 mois plus tard, le 2 juillet, accueilli en fanfare par le couple présidentiel. C'était inédit dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que le couple présidentiel se présente à l'aéroport ainsi pour accueillir un Premier ministre de retour d'un contrôle médical. Ensuite, le Premier ministre a repris le travail officiellement le lundi. Il a présidé hier mardi son premier conseil de gouvernement. Il a donné rendez-vous ce mercredi au ministre et bien sûr au chef de l'État pour le premier conseil des ministres post-Paris. Et malheureusement, en plein conseil des ministres, il a piqué une crise. La nouvelle est parvenue au monde des médias aux environs de 15h30, d'abord sous forme de rumeurs et malheureusement, le couperet est tombé par cette déclaration du chef de l'État que vous venez à peine de diffuser, Amadou Gon Coulibaly, 61 ans, Premier ministre depuis 2017, mais alors proche parmi les proches, fidèle parmi les fidèles du président Alassane Dramane Ouattara, eh bien Amadou Gon a donc décédé ce jour à la PISAM, c'est une des plus grandes cliniques ici à Abidjan. Fernand Dédé, comment est l'ambiance aujourd'hui à Abidjan?
Écoutez, tout le monde est surpris. Tout le monde est fatalement surpris. On s'interroge, on se demande alors qu'est-ce qu'il était donc venu chercher à Abidjan? Pourquoi a-t-il donc précipité son retour si c'était donc pour mourir ainsi en plein dans le travail? Pourquoi? Les questions sont nombreuses. Évidemment, en Afrique, il y a toujours ce mystère, cette mystique qui entoure la mort. Pour beaucoup, c'est un initié. Il est des cercles initiatiques au nord de la Côte d'Ivoire, à Korogo, la région des Savanes. Pour beaucoup, eh bien, il n'a peut-être pas voulu mourir à l'étranger, en France, en terre étrangère. Il a voulu certainement mourir auprès des siens, auprès de ses parents. Peut-être même aurait-il aller à Korogo. Il en était question d'ailleurs parce qu'un des ministres de son gouvernement a perdu son père. L'inhumation est prévue ce week-end. Eh bien, il était enthousiaste à aller participer à ses obsèques dans le nord, à Korogo, à Kouto, pas très loin de Korogo. Il avait manifesté cette joie de participer, d'apporter son concours et sa compassion à son collaborateur. Malheureusement, le sort en a décidé et Amadou Gon Coulibaly, comme je l'ai dit, est tombé les armes à la main aujourd'hui à Abidjan. Fernand Dédé, vous l'avez dit, Amadou Gon Coulibaly laisse donc un grand vide auprès du chef de l'État qui était l'un de ses proches, mais politiquement, c'est aussi un coup dur pour Alassane Ouattara qui avait fait de Amadou Gon Coulibaly son poulain pour l'élection présidentielle à venir. Oui, alors Amadou Gon était toute la stratégie de la conservation du pouvoir pour Alassane Dramane Ouattara. Il aura tout fait, tout donné pour Amadou Gon. Il aura neutralisé toutes les ambitions, aussi bien dans son propre parti que dans les partis d'opposition. Que pour Amadou Gon Coulibaly, c'était le poulet tout désigné, je l'ai dit, le fidèle parmi les fidèles. Il se côtoie depuis les années 90, le début des années 90, quand le Premier ministre Alassane Ouattara a été nommé par le chef de l'État ivoirien. Amadou Gon Coulibaly, ingénieur de formation, était alors DGA, directeur général adjoint du plus grand bureau d'études et de techniques de développement en Côte d'Ivoire, le BNET. Eh bien, depuis cette date, ils ne se sont plus jamais quittés, même au pire moment des problèmes, des difficultés de Alassane Dramane Ouattara, avec notamment la question de sa nationalité. Amadou Gon est resté fidèle à Alassane Ouattara. Et d'ailleurs, une histoire qui n'est pas une légende du tout, en 2011, pendant qu'ils étaient confinés au Golfe pendant la crise post-électorale, il avait piqué sa crise justement du cœur, il était pratiquement mourant. Quand Alassane Dramane Ouattara a demandé de l'évacuer en France, il a dit « Je préfère mourir avec vous, à côté de vous, je ne veux pas aller en soins ». Cela avait fait couler beaucoup de larmes à Alassane Dramane Ouattara, nous a-t-on raconté. Eh bien, Amadou Gon, c'est un fidèle parmi les fidèles. Aujourd'hui, sa mort laisse un grand vide pour Alassane Ouattara qui doit maintenant réaménager toute sa stratégie pour les élections à venir. Est-ce que va continuer? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? La grosse interrogation, c'est là, parce que ces derniers temps, toutes les questions, tous les analystes politiques qui interrogeaient le cercle RHDP, eh bien, c'était qu'il n'y a pas de plan B. Le seul plan de Alassane Ouattara, c'était Amadou Gon Coulibaly. Les cartes sont donc à rebattre au sein du RHDP. Fernand Dédé, merci pour votre contribution. Merci beaucoup. Voilà, et nous poursuivons ce journal en changeant complètement de cap. Nous revenons à Ouagadougou, premier grand test de mobilisation pour le monde syndical après la trêve due au coronavirus. Eh bien, au premier jour de la grève générale de 48 heures lancée par la coalition des syndicats en lutte, la question que l'on se pose, c'est comment était l'ambiance dans l'administration publique ce 8 juillet. Une de nos équipes est allée au constat à Ouagadougou. Elle s'est rendue au lycée Zenda Kaboré, à l'hôpital Yagadoro Draogo, au trésor public et au tribunal de grande instance. Et à chaque fois, le service tournait au ralenti. Rémi Lambert-Nébier. Premier jour de grève de la coalition qui regroupe une cinquantaine de syndicats autonomes, dont ceux des greffiers. Leur participation à ce mot d'ordre de grève a pour conséquence l'annulation des audiences du jour au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Les syndicats des finances observent également cet arrêt de travail de 48 heures. Au trésor public ce matin, le service minimum était assuré par quelques agents. Mais le SINAFI dénonce des procédures de réquisition biaisées. Donc si effectivement on doit transmettre les réquisitions, c'est à main qu'on doit transmettre la réquisition.
aux travailleurs. Ce n'est pas en l'appelant au téléphone ou en l'intimant l'ordre de venir travailler forcément et qu'on le réquisitionne. On doit forcément envoyer un document qu'on appelle un document de réquisition et adresser à l'agent qui va quand même aller dans ce sens. Dans les établissements scolaires où la course contre la montre est lancée pour achever les programmes scolaires dans les classes d'examen, seulement quelques cours ont été assurés. Le service minimum annoncé par le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale dans les services de soins d'urgence est aussi respecté dans les différents hôpitaux, comme ici au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. À ce premier jour de grève, plusieurs administrations ont fonctionné au ralenti. Au vu de la légitimité et du contenu patriotique de la plateforme, quel que soit le secteur, et même si c'est un seul travailleur qui a le courage de porter ses préoccupations et de montrer qu'il est mécontent, c'est une victoire démocratique. Retranchée au piquet de grève à la Bourse du Travail, la coalition syndicale exige de l'État une gouvernance vertueuse et dénonce la baisse du pouvoir d'achat des travailleurs. Vous imaginez quand tout le monde, au niveau de ces institutions, se trouve à chanter de restaurer l'autorité de l'État? Il n'y a pas d'autorité de l'État quand le travailleur qui représente l'État, vous le transformez en un clochard. Il n'y a pas d'autorité de l'État tant que ceux qui parlent au nom de l'État ne seront pas des exemples dans leur façon de se comporter. Parce que quand on saccage son pouvoir d'achat, vous savez très bien qu'un travailleur, qu'il soit du privé, du public ou du parapublic, derrière ce salaire, quel que soit son montant, ce sont des communautés qui vivent autour de ce salaire. C'est un revenu communautaire. On ne peut pas fermer les yeux et admettre cela. La coalition des syndicats en lutte dénonce aussi une tentative de dénigrement du mouvement syndical à travers la question de la masse salariale. Que parmi ces députés, il y a des personnes qui sont là toujours, en train de soutenir les fonctionnaires, qui disent toujours que c'est les fonctionnaires qui sont les pires vraiment de ce pays. Et on voit que c'est ces mêmes députés qui sont en train de vouloir travailler encore, appuyer davantage ce pays. Et ça veut dire quoi? C'est des copains, c'est des camarades qui se sont retrouvés à l'Assemblée là-bas pour se partager les deniers du pays. Et après maintenant, on ressort, on dit que ce sont les fonctionnaires qui sont les gens à abattre. C'est nous qui prenons combien de milliards, ils ont dit, que 960 milliards que nous partageons. Mais nous avons dit clairement, rentrons dans les chiffres. La question de la masse salariale, si on rentre dans les chiffres, moi je suis assis, agent de catégorie A, je n'ai que 200 et quelques mille francs par mois comme salaire. Mais si on veut me dire que nous prenons jusqu'à 960 milliards pour se partager là, mais rentrons dans le détail pour voir. Ces 960 milliards là, le gouvernement à lui seul, c'est combien il fonctionne dedans? Le plein du Faso, les caisses noires et autres là, c'est combien lui seul il fonctionne dedans? Les DG et autres, qu'est-ce qu'il fonctionne dedans? Rentrons 10 secondes dans les détails et les gens seront vraiment édifiés. Cette grève est observée jusqu'au 9 juillet prochain et pour la coalition syndicale, elle sera suivie par d'autres actions de lutte. À Bobo-Dioulasso, la deuxième grande ville du Burkina, le mot d'ordre de grève générale lancé par la coalition des syndicats en lutte a eu pour conséquence également un ralentissement du service public. C'est ce qu'a constaté Sotou Justin Dabiré qui s'est rendu dans plusieurs structures de l'administration publique. À la direction régionale des transports des Hauts-Bassins, le service suit son cours normal. Ce n'est pas le cas à la maternité Gimi Ouattara de Bobo-Dioulasso. Dans ce centre de santé, aucun service minimum n'est assuré, nous confie une source, en dehors du dépôt pharmaceutique. Selon cette même source, c'est depuis ce mercredi à 0h que la maternité Gimi Ouattara s'est vidée de ses agents. Les agents de santé de cette maternité répondent ainsi à l'appel à la grève de 48 heures lancé par la coordination nationale de la coalition des syndicats. Comme eux, ils étaient nombreux, les travailleurs de la fonction publique, à la Bourse du Travail de Bobo-Dioulasso pour exiger une fois encore le respect et l'application de leur plateforme revendicative. Pour une lutte plus efficace, la coalition des syndicats a décidé de former ses militants durant ces 2 jours de grève à travers des communications. Un module sur la grève, ses enjeux, parce qu'il est bon effectivement de montrer ce que c'est que la grève. Donc c'est ce que nous allons faire ce matin, et ensuite nous allons effectivement traiter du thème sur la place et le rôle de l'État dans le prélèvement de l'impôt. Parce qu'il est important qu'au-delà des travailleurs, que les populations comprennent en réalité que la pertinence de la lutte contre l'impôt. C'est vraiment une question essentielle. Et demain, nous prévoyons effectivement une communication sur le code du travail. Parce que nous pensons qu'il est bon que, même que ce soit au niveau des fonctionnaires, que les gens comprennent que la vraie loi qui règle la question du travail dans un pays, c'est le code du travail.
Donc nous voulons vraiment insister là-dessus parce qu'elle pose effectivement donc, les bases des rapports entre le capital et le travail dans un pays. La coalition des syndicats en grève dit mener une lutte citoyenne. Pour cela, elle invite tous les travailleurs du Burkina à s'impliquer davantage dans la lutte. Il faut que les travailleurs et surtout la population comprennent qu'aujourd'hui, les luttes que nous menons, la plateforme que nous avons, c'est une plateforme citoyenne. Elle n'est pas seulement un problème des fonctionnaires, elle n'est pas seulement un problème des travailleurs du privé. Elle concerne effectivement l'ensemble de la population. Et ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas que nous rentrons dans le jeu, parce qu'effectivement, le pouvoir politique du MPP a effectivement à bon dos d'opposer effectivement les populations aux choses. Mais ce n'est pas correct. Bakary Milogo et ses camarades disent rester ouverts aux négociations avec le gouvernement à condition que ces négociations soient, disent-ils, sincères. Vous savez que les organisations syndicales, que je considère aujourd'hui la coalition en lutte, nous ne sommes pas opposés aux négociations. Mais nous ne faisons pas des négociations une fin en soi. Ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, c'est pourquoi notre peuple a compris que les grandes questions, ce n'est pas dans les 4 murs. Les grandes questions ne se règlent pas. Et les peuples aussi ont compris ça. Donc, c'est pour nous ne sommes pas contre les négociations. Mais nous ne voulons pas du tout, nous voulons des négociations sincères où, effectivement, on a en face de nous des hommes responsables au niveau de l'État qui prennent des décisions et qui les respectent. Cette grève de 48 heures est un signe annonciateur, selon la coalition des syndicats, d'une série de mouvements si sa plateforme revendicative n'est pas respectée et mise en application. Une plateforme dans laquelle les syndicats dénoncent la mise en application de l'UETS sur les primes et indemnités des travailleurs du public et du parapublic. Tout naturellement, ce premier jour de grève générale a été évoqué au Conseil des ministres de ce mercredi. Le gouvernement qui insiste encore et toujours sur la voie du dialogue social pour apaiser les tensions. 2 autres sujets non moins importants ont été aussi évoqués au cours de ce conseil. L'adoption d'un décret supprimant certaines indemnités des magistrats et surtout le nouveau rapport de Human Rights Watch qui pointe du doigt des exactions commises par l'armée burkinabé dans les régions du Sahel. Roméo Koyeta, reportage. C'est un autre rapport de Human Rights Watch qui épingle de nouveau l'armée burkinabé. Dans le document rendu public ce 8 juillet, l'Organisation de défense des droits humains indique que des fosses communes contenant au moins 180 corps ont été découvertes ces derniers mois à Djibo, dans la région du Sahel. Et ces exactions impliqueraient des forces armées burkinabé, selon la même source. Sur la question, le gouvernement s'engage à ouvrir une enquête. Mais il précise qu'il ne faut pas systématiquement accuser les soldats burkinabés, car non seulement des groupes terroristes détiennent des uniformes de l'armée, mais aussi récemment, des informations ont fait cas d'affrontements entre des groupes armés terroristes. Vous avez eu, durant la période concernée, une très forte opposition entre groupes terroristes qui s'affrontaient dans la zone. Donc, il faut faire la part des choses et il est nécessaire donc que nous enquêtions. Mais notre armée, il faut le reconnaître, travaille dans le respect du droit de l'homme, des droits de l'homme et dans le respect des droits internationaux en ce qui concerne ces questions-là. Donc, les enquêtes peuvent se poursuivre. Nous rappelons que dans tous les cas, à chaque fois qu'il y a une situation, les enquêtes ont été mises en œuvre. Nous rappelons également que le contexte général aujourd'hui de la zone permet d'avoir un certain nombre d'éléments de suspicion si l'on accuse notre armée, parce que souvenez-vous qu'un certain nombre d'acteurs de groupes terroristes ont eu accès à des tenues des Burkinabés et combattent ou interviennent avec ces tenues-là. Nonobstant cela, à chaque fois qu'il y a eu d'accusations, des enquêtes ont été faites à ce sujet-là. Le gouvernement dit avoir déjà montré sa bonne foi à faire toute la lumière sur les faits d'exactions extrajudiciaires. L'officier relevé de ses fonctions, puis mis à la disposition de la justice militaire dans le cadre des événements de Tanwal-Bougou, serait une preuve de cet engagement. Dans le domaine judiciaire, le gouvernement a adopté 2 décrets au cours de ce Conseil des ministres. Le premier vient régulariser des indemnités et primes des magistrats. Le second lui restreint quelques-uns de leurs avantages. Il restreint par exemple le droit au personnel de maison. Il y a un certain nombre maintenant de magistrats qui ont droit au personnel de maison et il supprime également la formule supplétive qui voulait que si on n'a pas le personnel, on soit payé dans le numéraire à la place. Nous avons également la restriction du droit aux véhicules de fonction ou de véhicules affectés. Maintenant, c'est les présidents des cours d'appel, les procureurs généraux, les commissaires de gouvernement près de ces dites cours qui sont donc concernés. Nous avons également revu à la baisse
la prise en charge notamment des indemnités de déménagement qui étaient versées aux magistrats. Je pense que dans le premier décret, c'était 2000 francs, alors que pour les fonctionnaires, c'est 20 francs le kilomètre. Donc, on va ramener ça à 20 francs le kilomètre, le temps, bien sûr, que dans la remise après, dans les discussions, il faut avoir un élément qui soit un peu plus harmonieux. C'est un décret qui émane des travaux des ministres de l'économie, de la fonction publique et de la justice. Les syndicats des magistrats ont-ils été associés? Le porte-parole du gouvernement reste évasif sur la question. C'est une décision qui intervient à un moment où le mouvement syndical se remet en ordre de bataille. Ce 8 juillet, la coalition des syndicats a entamé sa grève de 48 heures pour réclamer, entre autres, la suppression de l'UTS sur les primes et indemnités des travailleurs. Le gouvernement se dit ouvert au dialogue et invite les frondeurs à la table de négociation. Les lignes bougent et se précisent de plus en plus au fur et à mesure que la date de l'élection présidentielle approche. Au terme de son deuxième congrès extraordinaire, le RPR a apporté officiellement son soutien à la candidature de Roch-Marc Christian Kaboré. Surtout Justin Dabiré. Le congrès se tient à quelques mois des échéances électorales et c'est le lieu de clamer haut et fort que nous faisons chorus avec l'APMP dans le choix de notre candidat. J'ai nommé Roch-Marc Christian Kaboré. Roch-Marc Christian Kaboré est donc le candidat du Rassemblement des Patriotes pour le renouveau RPR à l'élection présidentielle de novembre 2020. C'est ce qui ressort du deuxième congrès extraordinaire du Parti des Legs qui invite ses militants à se faire enrôler et à élire Roch-Marc Christian Kaboré le 22 novembre prochain. Figure emblématique et héritier de l'insurrection populaire, affable, humble, démocrate de bonne loi, ayant une vision et une dextérité dans la conduite des affaires de l'État. C'est cet homme que nous soutenons. Alors, camarades, toutes et tous, mobilisons-nous pour l'enrôlement massif, gage du succès de notre candidat. Le RPR appelle à la réconciliation de tous les Burkinabés, gage incontournable du vivre ensemble, d'où le choix du thème réconciliation nationale et défis sécuritaires. Les patriotes s'engagent. Les élites politiques et administratives se doivent d'être consubstantielles et opérer une démarche suprapartisane afin que la réconciliation connaisse une réalité dans notre pays. Le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau a librement adhéré à la PMP après une analyse objective de la situation nationale. Nous n'y sommes pas allés par calcul ogresque ou par boulimie du pouvoir. Loin d'être un complément d'effectifs, le RPR a gardé son autonomie réflexive et continue de contribuer au débat démocratique à l'intérieur de cette alliance aux fins de la rendre performante. Le RPR donne également sa lecture de la situation actuelle marquée par les grognes sociales. Le RPR n'est nullement contre les intérêts des travailleurs, bien au contraire. Le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau prône la concertation et l'humilité dans les revendications en lien avec les possibilités budgétaires de notre pays. Le maximalisme syndical est contre-productif et ne saurait être à l'avantage des travailleurs si ce n'est pour des causes inavouables. De même, nous dénonçons et condamnons avec force la gabégie, les détournements des deniers publics et invitons la justice à faire la lumière sur tous les cas suspects de corruption. Ali Badraoui Drago a été reconduit au cours de ce congrès à la tête du bureau politique national du RPR. Un bureau composé de 38 membres et qui a la lourde charge de contribuer à la réélection de Roch-Marc Christian Kaboré au soir du 22 novembre prochain. Créé en 2015, le RPR fait partie de l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle APMP. Parlons d'infrastructures routières, maintenant notamment de l'axe Manga-Zabré, la route nationale numéro 29, dont les travaux de bitumage ont démarré il y a quelques années. Le ministre des Infrastructures s'est rendu sur le chantier pour constater l'évolution des travaux. Qu'est-ce qui a été déjà réalisé? Que reste-t-il encore à faire? Dans quel délai? Eh bien, élément de réponse, surtout au Justin Dabiré. Manga, situé à environ 112 km de la ville de Ouagadougou. Ici, dans la ville de l'Épervier, ont débuté les travaux de construction et de bitumage de la route nationale numéro 29 depuis 2017. Une route longue de 79 km qui finit ici à Zabré. Ce 2 juillet,
Le ministre des Infrastructures est venu constater l'état d'avancement des travaux. Le taux d'exécution est de plus de 77%, pour un délai consommé de près de 94%. Vous savez que c'est une route dont le revêtement est en bicouche. Alors je peux vous dire que pour ce que j'ai vu, pour ce que j'ai parcouru, je félicite vraiment l'entreprise et la mission de contrôle parce que la plateforme semble en tout cas avoir été réussie puisque nous n'avons pas beaucoup de secousses sur cette route. Le revêtement est de bonne qualité. D'un coût de près de 29 milliards de francs CFA, le chantier est exécuté par l'entreprise l'Africaine des Travaux Publics, ATP. Pour le président directeur général de l'ATP, offrir la qualité est l'engagement à honorer malgré les difficultés. Donc il y a eu des difficultés du départ. Mais bon, pour nous, l'entreprise, nous savions que ça, c'était rien, c'est rien que courant, parce que ce n'est pas la première fois que nous construisons une route. Donc nous savons que nous allons mener à bien ce projet. Eric Bougouma a visité plusieurs d'autres chantiers de construction de routes et d'ouvrages comme ce nouveau pont en construction à Gogo et ce nouveau péage Manga-Zabré. Vous savez, la route Manga-Zabré, c'est 79 km de routes qui sont entièrement bitumées actuellement, à l'exception de 2 points qui concernent la réalisation d'ouvrages achevés aussi. La route Manga-Zabré, c'est plus de 29 milliards de francs CFA engagés par la Banque mondiale au profit du Burkina Faso. Dans son périple, le ministre des Infrastructures s'est également rendu sur le chantier de construction de la route Guiba-Garango, un projet financé par la Banque islamique de développement avec l'appui de l'État burkinabé. Voilà, c'était un reportage de Justin Amonto et non de Sotou Justin Dabiré. Venons-en à présent à cet élan de solidarité envers les déplacés internes de la ville de Bobo-Dioulasso, une initiative du cadre de concertation des opérateurs économiques de la région des Hauts-Bassins, traduite en dons en nature d'une valeur de près de 20 millions de francs CFA. Sotou Justin Dabiré, cette fois-ci, c'est bien lui. 500 sacs de 25 kg de riz, 340 bidons d'huile de 5 litres, 200 lots de 3 pagnes sans couverture, 70 sacs de 50 kg, 120 nattes, 20 sacs de petits milles, 50 cartons de sucre, 50 cartons de savon, 350 paquets de spaghettis, 220 paires de chaussures et 3 cantines de vêtements. Le tout estimé à 20 millions de francs CFA, c'est le don du cadre de concertation des opérateurs économiques de la région des Hauts-Bassins aux déplacés internes de Bobo-Dioulasso. Unanimement, nous avons décidé d'apporter notre modeste contribution, comme l'acte que vous voyez aujourd'hui, qui a d'abord permis d'aller recenser l'ensemble des déplacés qui étaient autour de la ville de Bobo-Dioulasso. On a recensé à son temps 700 et quelques, répartis sur 7 sites. Et voilà comment cet acte de solidarité a pris la forme. Aujourd'hui, l'ensemble des membres ont pu mobiliser près de 20 millions de francs que nous avons convertis en vivres, en produits d'entretien, en produits de première nécessité pour les secourir. Ce geste de solidarité du cadre est salué par la ministre en charge de l'économie numérique. Pour Adja Fatoumata Ouattara, cette action du cadre vient comme un grand appui aux actions du gouvernement en vue de permettre aux déplacés internes de vivre dignement. À cause de l'insécurité, ils ont quitté leur domicile, ils ont laissé leurs biens là-bas et ils ont migré dans la région. Et ce acte vient en appui à ce que le gouvernement fait tous les jours pour permettre à ces personnes de vivre dignement en attendant une meilleure situation. Et je voudrais inviter d'autres organisations, d'autres associations à emboîter le pas, à faire en sorte que la solidarité règne par ces moments difficiles dans notre pays. Et je voudrais appeler, comme le fait le président du Faso, appeler les fils et les filles du Burkina Faso à l'union. C'est avec beaucoup de joie et de gratitude que les déplacés internes de Bobo-Dioulasso accueillent ce don de matériel et de vivres du cadre. Nous sommes très heureux de recevoir ces dons, car nous étions dans le besoin. Nous sommes vraiment contents de ce geste. Nous remercions les donateurs et prions que Dieu rende prospère leurs activités. Le cadre de concertation des opérateurs économiques de la région des Hauts-Bassins est une association qui œuvre au développement socio-économique de la région des Hauts-Bassins.
Ce sont au total 705 personnes déplacées internes qui bénéficient de cette action de solidarité du cadre. D'un élan de solidarité à un autre, celui de la Fondation Maarif dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ce sont des kits de promotion des mesures barrières qu'elle met à la disposition du ministère en charge de l'Éducation nationale. Juliette Tougri, Rémi Lambert-Nibier. Au Burkina Faso, la courbe de la pandémie de la COVID-19 retombe vers le bas. Mais il n'est pas encore temps de dormir sur ses lauriers. La vigilance doit être renforcée et la Fondation Maarif y contribue. À travers l'ambassade de la Turquie au Burkina Faso, elle apporte des kits de lutte contre le coronavirus au ministère de l'Éducation nationale. C'était l'agence turque de développement et de coordination qui avait qui avait fait une donation de matériel au ministère de la Santé, et maintenant c'est le tour du ministère de l'Éducation, parce que ce ministère a également aussi besoin que le ministère de la Santé, du fait d'avoir des écoles partout dans le pays. Et ça, cette fois-ci, il s'agit de la contribution de la Fondation de l'Éducation turque, le Maarif, qui est active dans 14 pays africains et également qui projette de faire des contributions en matière de scolarité pour les gamins, pour les enfants et pour les jeunes de tous les âges ici au Burkina Faso aussi. Pour le ministre de l'Éducation nationale, ce don ouvre les perspectives d'une étroite collaboration entre son département et la Fondation Maarif. La présence donc des médias ici pour remercier donc la Turquie, à travers son ambassadeur qui est présent, à travers la Fondation Maarif dont le responsable, M. Moustapha, est là, et pour le geste qui a été fait et souhaiter que nous puissions évoluer progressivement donc dans la coopération que nous souhaitons établir entre la Turquie et le Burkina Faso en matière d'éducation. Au-delà de cela, comme ça a été dit, la Turquie offre donc des bourses, offre des dispositifs de formation à notre pays de façon à nous aider à aller de l'avant. Et tout ceci va contribuer donc au développement de notre système éducatif. Encore merci pour ce geste louable. Merci, et dans l'espoir que nous puissions très rapidement développer la coopération que donc la Fondation Maarif donc de la Turquie souhaite vraiment développer ici en créant donc son bureau ici et dans l'optique que nous puissions ensemble développer notre système éducatif. C'est des choses qui vont venir. La Fondation Maarif a été créée en 2016 avec pour objectif de mener des actions dans le monde de l'éducation. La Fondation Maarif est la seule accréditée par l'État turc pour le représenter à l'extérieur dans le domaine éducatif. Et on termine ce journal avec la joie des habitants d'un des quartiers non lotis de l'arrondissement 11 de Ouagadougou, une localité qui vient de bénéficier d'un forage flambant neuf, dont du président du CDP, Edi Komboyugo. Arsène Konditamde. Djikofé, quartier non loti dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Une zone où l'eau potable est une denrée difficile à trouver. Edi Komboyugo, le président du CDP, vient apporter sa contribution à la résolution de ce problème. Ce 5 juillet, il offre gracieusement un fourrage aux habitants de ce quartier périphérique. J'ai réussi la requête il y a environ 10 jours. Aujourd'hui, c'est une réalité et nous sommes venus inaugurer. L'eau, c'est la vie. Il n'est pas acceptable, il est inadmissible d'avoir un quartier à Ouagadougou, même dite zone non lotie, où il n'y a pas d'eau. Comment voulez-vous que les populations s'alimentent? Dans ce quartier, les femmes sont le plus souvent celles qui sont astreintes à la corvée d'eau. Elles doivent quotidiennement se lever de bonne heure pour aller au point d'eau existant pour espérer remplir le récipient. C'est tout naturellement elles qui sont les plus heureuses de recevoir cette infrastructure. Nous remercions le président Edi Komboyugo qui vient de nous donner de l'eau. Il a vu la souffrance des femmes de Djikofé qui ont du mal à avoir de l'eau. Il y a des robinets ici, mais l'eau est permanemment coupée. Nous sommes obligés de dormir même à la fontaine. Lorsque nous avons fait la demande au président, il n'a pas hésité. Ce tact est celui d'un vrai Burkinabé. S'adressant aux populations de Djikofé, Edi Komboyugo fait la promesse de reconstruire leur quartier une fois au pouvoir. Ce qui se voit ne se demande pas. Nous n'avons pas besoin
que vous nous demandiez quoi que ce soit. J'en ai vu. J'ai vu les souffrances de nos mamans, j'ai vu les souffrances de nos papas, j'ai vu les souffrances de notre jeunesse. Je prends l'engagement ce soir de travailler pour que ce qu'on fait, qu'une zone non lotie devienne une zone lotie, avec tout ce qu'il faut pour une zone lotie. Eddy Komboigo invite les habitants de Djikofé à prendre d'assaut les centres d'enrôlement avant la fin de l'opération ce 9 juillet. La carte d'électeur est selon lui la seule façon de ramener le CDP au pouvoir afin qu'il apporte des solutions à leurs problèmes. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur BF1 tout à l'heure. Le journal Moré, puis demain à 13h, Mamounata Kaboré, 19h30. Je vous retrouve pour l'édition du soir. Merci de votre fidélité.